Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que la lumière et la matière pouvaient se comporter soit comme une onde, soit comme un ensemble de particules suivant le type d'expérience que l'on réalise. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'on peut tester cette double nature, qu'on appelle communément dualité onde-corpuscule, au sein d'une même expérience. Donc, si on revient à l'expérience des fans de Young, faite avec de la lumière, eh bien, au XIXe siècle, la lumière est considérée comme une onde. Et donc le phénomène d'interférence qui est observé sur l'écran, les physiciens ont réussi à l'expliquer par le fait que l'onde est séparée en deux par les deux fentes, en créant donc du coup deux ondes secondaires. Et donc si on positionne un écran ou une caméra derrière les fentes, eh bien on intercepte les deux ondes. Les deux ondes se superposent sur cet écran en ayant parcouru des chemins différents. Et donc le décalage de phase qui résulte de cette différence de chemin donne lieu à une interférence qui peut être soit constructive, soit destructive. Donc dans un cas, les deux ondes s'additionnent pour donner une frange brillante, dans l'autre cas, les deux ondes s'annihilent pour donner une frange sombre. Alors au XXe siècle, Feynman fait l'expérience de pensée suivante. Il imagine qu'on est capable d'envoyer dans ce système de fans de Young les photons un par un. Donc notez qu'à cette époque, cette expérience, elle n'était pas réalisable. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour voir apparaître les premières sources de photons uniques. Alors la mécanique quantique prédit que si on fait une telle expérience, eh bien, après avoir envoyé de nombreux photons uniques les uns après les autres, suffisamment séparés les uns des autres, eh bien, on doit quand même observer une figure d'interférence sur l'écran ou la caméra. C'est-à-dire que chaque photon frappe l'écran en un endroit donné, mais il y a beaucoup de photons qui vont frapper à l'endroit des franges brillantes, où on attend des franges brillantes, et il n'y a aucun photon qui va frapper l'endroit où on attend une frange sombre. Donc ça pose un problème conceptuel, puisque si on y réfléchit, ça signifie que l'onde associée à chaque photon est séparée en deux par le système des fans de Young, et donc dans une vision corpusculaire, on doit considérer que le photon est passé à la fois par les deux fentes en même temps, et donc il interfère d'une certaine manière avec lui-même. Alors il a fallu attendre 1985 pour que cette expérience soit réalisée dans un laboratoire, et donc ce sont Philippe Granger et Alain Aspect qui ont atteint ce but avec un dispositif interférométrique un petit peu différent que les fans de Young. Donc cet interféromètre s'appelle un interféromètre de Mach-Zehnder. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le résultat obtenu un petit peu plus tard par d'autres personnes avec une source de photons unique et un dispositif de biprisme de Fresnel qui est équivalent au dispositif des fans de Young. Ça facilitera la compréhension. Donc, dans cette expérience, les photons sont suffisamment séparés en temps pour qu'au maximum, un photon soit présent dans le système. Donc on place une caméra CCD suffisamment sensible pour détecter un seul photon derrière les fans de Young, et voici ce qu'on observe au cours du temps. Alors, vous voyez ici l'image qu'on observe sur la caméra CCD. Vous voyez des points apparaître qui correspondent au point d'impact des photons sur la caméra. Chaque point correspond à un photon unique. Ce qu'on observe, ce sont des zones où il y a beaucoup d'impact, donc beaucoup de photons qui atteignent la zone, et des zones où il y a moins d'impact. Et donc si on trace en dessous l'histogramme en rouge, qui est donc le nombre de photons en fonction de la position horizontale sur la caméra, eh bien on voit apparaître la figure caractéristique des franges d'interférence dans l'expérience des fans de Young. Donc la figure d'interférence ici se construit photon par photon. Alors cette expérience, elle prouve qu'on observe un comportement ondulatoire alors qu'on fait une expérience avec des particules uniques. Nous verrons plus tard que l'onde qui doit être considérée dans cette expérience, c'est en fait l'onde de probabilité de présence associée au photon, et cette onde de probabilité de présence, on la décrit en mathématiques par ce qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, la figure d'interférence qu'on observe, c'est une interférence justement de ces ondes de probabilité de présence. Et donc lorsqu'on envoie un grand nombre de photons, on voit apparaître la figure d'interférence, c'est-à-dire que les photons arrivent plus souvent dans les zones où la probabilité de présence est plus importante et moins souvent dans les zones où elle est moins importante. Donc cette expérience, elle a été réalisée par l'équipe de Jean-François Roch dans un laboratoire de l'École normale supérieure de Cachan en 2005. Donc finalement, qu'on ait des zones ou des particules uniques en entrée du système d'interférence, importe peu, puisque comme on est en train de tester la nature ondulatoire avec cette expérience d'interférence, eh bien on observe de toute façon une figure d'interférence. Alors maintenant on va se poser la question suivante, qu'est-ce qui se passe si un observateur cherche à savoir par quelle fente la particule est passée? C'est-à-dire qu'il teste non pas la nature ondulatoire, il change le système expérimental pour tester cette fois la nature corpusculaire de la lumière.
Donc en pratique, pour faire une telle expérience, ce qu'il faut faire, c'est placer un détecteur au niveau de la fente et donc bloquer un des deux passages. Donc dans ce cas, sans surprise, on ne va plus observer d'interférence, et que ce soit avec une source de photons unique ou non. Alors la question qui se pose ensuite, c'est à quel moment le photon qui rentre dans l'interféromètre, il décide de se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. À quel instant il réalise qu'on est en train de le soumettre à une expérience d'interférence, ou bien qu'on cherche à tester par quel chemin il est passé. Donc il doit soit se comporter comme une onde, soit se dire « tiens, je vais prendre tel ou tel chemin ». Et donc qu'est-ce qui se passe si on fait en sorte que le photon ne puisse pas savoir à l'avance quelle expérience va être réalisée? Donc pour répondre à cette question, un physicien qui s'appelle Wheeler a formulé une expérience de pensée en 1978 qu'on va décrire dans la suite de cette vidéo. Alors pour expliquer cette expérience, je vais devoir introduire un autre dispositif d'interférence qui s'appelle l'interféromètre de Mach-Zehnder. Donc dans un interféromètre de Mach-Zehnder, un faisceau lumineux cohérent, donc par exemple un faisceau laser, est séparé en deux par une lame semi-réfléchissante. Chaque faisceau issu de cette séparation se réfléchit sur un miroir, et ce jeu de miroir permet de faire se croiser les deux faisceaux. Donc si on insère une seconde lame réfléchissante à l'endroit du croisement, eh bien on peut recombiner les deux faisceaux, c'est-à-dire les superposer. Donc remarquez qu'il y a deux chemins possibles pour recombiner les faisceaux, le chemin supérieur en haut et le chemin à droite. Donc prenons le chemin de droite. Si une photodiode intercepte le faisceau, elle verra ou non de la lumière suivant que les deux faisceaux sont en phase ou en opposition de phase. Et on peut changer la phase relative des deux faisceaux en rallongeant ou en raccourcissant le trajet d'un des deux faisceaux, par exemple en bougeant un peu l'un des deux miroirs. Si la photodiode est reliée à un oscilloscope, eh bien en déplaçant un miroir, on voit défiler les franges d'interférence sur l'écran. Alors ce dispositif est parfaitement équivalent au dispositif des fentes Young. Si on considère la lumière comme une onde, eh bien on voit qu'elle est séparée en deux, puis recombinée pour donner lieu à des interférences. Maintenant, dans le cas où on imagine des particules, des photons uniques par exemple, à l'entrée de cet interféromètre, eh bien on peut tenter de savoir par quel chemin il est passé en insérant un photodétecteur dans un des bras de l'interféromètre. Et donc dans ce cas-là, eh bien on voit disparaître les interférences. Donc, juste pour la suite, notez qu'une autre manière de modifier au minimum le dispositif pour passer d'une expérience de type test de la nature ondulatoire à test de la nature corpusculaire, eh bien, on peut placer une photodiode sur le second chemin de sortie de l'interféromètre. Et donc dans ce cas-là, en présence de la lame, on va observer des interférences sur chacune des photodiodes. Et en l'absence de la lame, c'est soit le détecteur 1 qui donnera un signal, soit le détecteur 2 qui donnera un signal, suivant le chemin qui a été emprunté par le photon. Pour passer d'une expérience à l'autre, on a juste à positionner ou retirer la seconde lame séparatrice. Donc Wheeler, il propose l'expérience de pensée suivante. Il propose de choisir le type d'expérience qu'on fait uniquement une fois que le photon est entré dans l'interféromètre. C'est-à-dire que une fois que le photon a passé la première lame semi-réfléchissante. Donc de cette manière, on s'assure que le photon n'a pas pu être informé à l'avance du choix d'expérience qui est réalisé et que donc en entrant dans l'interféromètre, il ne sait pas encore s'il doit se comporter comme une onde ou bien se séparer et se séparer en deux, ou bien se comporter comme une particule et donc choisir l'un des deux chemins. Donc la physique quantique prédit que dans le cas d'une expérience d'interférence, on doit observer des franges d'interférence et dans le cas où on teste par quel chemin le photon est passé, on doit voir disparaître les franges d'interférence. Donc, qu'est-ce qu'il en est en réalité? L'expérience a été réalisée grâce à une collaboration entre Alain Aspect à l'Institut d'Optique et Jean-François Roch à l'École normale supérieure de Cachan en 2007. Et donc, afin d'avoir le temps de faire le choix de l'expérience une fois le photon à l'intérieur de l'interféromètre, ils ont construit un système de 50 mètres de long dans lequel le temps de propagation d'un photon est de l'ordre de 150 nanosecondes. Donc positionner et retirer une lame semi-réfléchissante en un temps inférieur est impossible, ou en un temps même de cet ordre est impossible, mais en utilisant la polarisation de la lumière et des lames de phase, et puis ce qu'on appelle un modulateur électro-optique, on peut réaliser l'équivalent de mettre ou retirer une lame semi-réfléchissante. Le choix d'expérience se fait alors simplement en envoyant des signaux électriques dans un câble, plutôt que mécaniquement en positionnant et enlevant une lame. Donc est-ce que je fais l'expérience d'interférence ou est-ce que je fais l'expérience ou est-ce que je teste la nature corpusculaire? Ce choix-là, il est fait par un générateur de nombres aléatoires quantiques.
Alors vous savez que les nombres aléatoires qui sont générés par un ordinateur standard ne sont pas rigoureusement aléatoires. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un système qui utilise la physique quantique pour générer des nombres vraiment aléatoires. Donc si on récapitule, le photon entre dans l'interféromètre. Lorsqu'il atteint la distance de 25 mètres, sur cet interféromètre qui en fait 50, on fait le choix de mettre ou de ne pas mettre la lame. Et ce choix est fait rigoureusement aléatoirement, grâce à un générateur de nombres aléatoires quantiques. Donc le photon, quand il entre dans l'interféromètre, il est suffisamment éloigné du système qui fait le choix d'expérience pour ne pas avoir pu être informé via un signal lumineux du choix qui a été fait avant d'être au milieu de l'interféromètre. Et donc, avant d'avoir adopté un comportement ondulatoire ou corpusculaire. Donc à l'issue de l'expérience, on réalise cette expérience avec un grand nombre de photons, à chaque fois on fait le choix aléatoirement. Donc ensuite il faut trier les résultats. Donc on sait dans quel cas on a fait une expérience, un test de la nature ondulatoire, dans quel cas on a fait un test de la nature corpusculaire, et donc on trie les résultats suivant la nature de l'expérience qui a été réalisée. Lorsque la lame a été positionnée, on reconstruit le signal des photodiodes et on observe bien des figures d'interférence, comme vous le voyez sur cette figure. Donc la courbe rouge et la courbe bleue correspondent aux signaux des deux photodiodes. Dans le cas où on a fait le test de la nature corpusculaire, c'est-à-dire dans le cas où la lame n'est pas mise, eh bien on n'observe aucune figure d'interférence, comme vous pouvez l'observer sur cette seconde figure. Donc au final, il faut accepter que le photon ne décide pas de son comportement, il est à la fois onde et particule, et ce n'est pas le choix de l'expérience que l'on fait qui force à l'avance un comportement ou un autre. Donc pour conclure, vous pouvez noter que ce concept étrange, il faut l'accepter parce qu'il a permis de comprendre la stabilité de la matière, il a permis de comprendre ses propriétés thermiques, électriques, donc il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter, c'est efficace, ça fonctionne. Et nous verrons plus tard que la physique quantique permet de décrire de manière unifiée ce double comportement.